Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je dois vous rappeler que le vestiaire va fermer. Donc si vous voulez aller chercher vos vêtements, c'est tout de suite. Alors bienvenue à cette présentation que j'ai intitulée « Lisse comme du beurre ». Ce titre un peu spécial vient d'une expression qu'on utilise beaucoup au bureau, c'est « smooth as butter ». Donc quand quelque chose est très fluide à l'écran, c'est lisse comme du beurre. Donc c'est la traduction que m'a donnée Google Translate. Donc j'ai quand même un autre titre pour vous, voilà, Android rendu et performant, c'est bien moins marrant, beaucoup plus ennuyeux, mais beaucoup plus logique. Donc pourquoi je suis ici donc pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je travaille dans l'équipe Android depuis maintenant 5 ans, donc j'ai commencé en avril 2007. Je suis maintenant le tech lead du UI Toolkit. Et je fais pas mal de présentations, donc généralement en anglais, donc vous me pardonnerez les petites fautes de français durant cette présentation, et sur les slides, et à l'oral. Et puis de toute façon j'ai le micro, donc vous êtes obligés de m'écouter. Si vous ne voulez pas m'écouter, la porte est par là. Donc voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors on va commencer par parler de threads. Le sujet des threads est toujours très difficile, donc je préfère m'en débarrasser le plus vite possible, vu que je n'y comprends pas grand-chose moi-même. Ensuite on va parler des vues, donc ce sera la plus grosse partie de la présentation. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec notre API de Vue pour optimiser votre application. Ensuite je parlerai un peu d'animation, donc notamment du nouveau système d'animation que nous avons introduit dans Android 3.0. Je vous présenterai deux petits outils que vous pouvez utiliser pour regarder combien de mémoire vous utilisez dans votre application. Et enfin, on parlera de quelques techniques de rendu que vous pouvez utiliser pour vous assurer que les choses se passent bien, surtout avec des GPU. Donc c'est marrant, j'ai l'impression de répéter ça depuis des années et des années. Avant, j'ai fait pas mal de swing et chaque fois que je donne des présentations, donc ça fait maintenant 8 ans que je crois que j'en parle, à chaque fois je suis là, ne bloquez pas le UI thread. Donc l'interface graphique tourne sur un thread qu'on appelle le main thread ou le UI thread. Et chaque fois que vous faites des calculs compliqués, chaque fois que vous faites des interruptions I/O, donc des accès réseau, des accès disque, vous allez bloquer ce thread de la UI et donc on sera incapable de processer. Comment on dit processer en français ? Traiter, voilà, de traiter les événements clavier, les événements de dessin, les événements de layout, les choses comme ça. Donc très souvent, on a des applications qui ne sont pas fluides, et ce n'est pas forcément que le système de rendu va trop lentement ou que l'application a trop d'éléments à l'écran, c'est tout simplement que l'application fait trop de traitements dans l'UI thread. Beaucoup de gens font ces traitements-là parce qu'on est obligé de manipuler les views, donc les éléments graphiques, depuis ce thread-là. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de rester dans le thread et de ne pas en créer d'autres. Donc on a généralement deux API que vous pouvez utiliser pour dialoguer avec le UI thread depuis un autre thread. Donc c'est view.post. Donc vous pouvez exécuter un runnable sur ce thread-là, ou alors vous pouvez utiliser un handler. On a des API un peu plus sympas que je vais vous présenter. Le meilleur moyen de vérifier si votre application se comporte bien par rapport au UI thread est d'utiliser cette API qu'on appelle le strict mode. Je crois qu'on a ajouté cette API dans Android 2.3, dans le Gingerbread. Et cette API, donc lorsque vous l'initialisez sur un thread, donc par exemple dans la méthode onCreate de votre activité, vous pouvez lui dire le genre de choses que vous voulez vérifier. Donc ici, sur la ligne numéro 3, vous voyez qu'on veut vérifier tout, mais vous pouvez par exemple vérifier seulement les accès disques, les accès réseau, ce genre de choses. Vous pouvez aussi également décider de ce qui se passe si vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Donc dans ce cas-là, à la ligne numéro 4, j'ai dit que j'ai choisi la peine de mort. Donc si je fais le moindre accès réseau, la moindre chose bloquante en fait dans le UI thread, l'application va crasher et vous aurez une stack trace dans les logs qui vous dira pourquoi l'application a crashé et où. Je vous conseille de regarder cette API, elle est très très utile. Vous pouvez faire des choses un petit peu plus user-friendly que des crashs. Vous pouvez par exemple faire flasher l'écran rouge chaque fois que l'application fait quelque chose de mal. Donc je vous conseille de faire ça, et si jamais vous voyez votre application mal se comporter, alors vous pouvez utiliser des threads. Donc maintenant vous avez deux problèmes. Vous avez une application qui se comporte mal et en plus elle est pleine de bugs. Donc ça c'est généralement ce qu'on fait pas mal nous dans nos applications lorsqu'on doit faire une petite opération, par exemple écrire, je sais pas, une préférence sur le disque. Au lieu de créer quelque chose de très compliqué, on crée simplement un nouveau thread directement sur la pile et on l'exécute et puis on oublie, et une fois qu'il a fini de s'exécuter, les choses sont finies. Donc pas de synchronisation, pas de join, vraiment très très simple. Une autre API que vous pouvez utiliser, qu'on a rajouté je crois dans Donut, dans 1.6, s'appelle l'async task. Combien d'entre vous ont utilisé async task? Ok, bah c'est déjà pas mal, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent.
Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait l'erreur que je vais présenter plus tard. Donc l'API ressemble à ça. Donc ici j'ai créé une classe dans mon application qui s'appelle Load Photos. Donc je vais charger des photos depuis Picasa. Et il y a une méthode qui s'appelle Execute qui vient de l'API Async Task et on peut lui passer des paramètres. Donc c'est des varargs. Et l'implémentation ressemble à ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une async task prend 3 generics. Donc vous avez le type des paramètres, le type de ce qu'on appelle le progrès. En fait, de temps en temps, l'async task peut afficher le progrès qu'elle est en train de faire à l'écran. Et le dernier paramètre, c'est le résultat en fait de la tâche. Donc l'idée, c'est que vous avez une méthode qui s'appelle doInBackground qui reçoit des paramètres. Donc par exemple la chaîne que j'ai passée ici, donc mon nom de mon login pour Picasa. Et cette méthode est automatiquement exécutée dans un thread pour vous. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à créer un nouveau thread, on s'occupe de tout. Et à la fin, lorsque vous faites un return, on va exécuter la méthode qui est tout en bas, qui s'appelle onPostExecute. Vous allez récupérer la valeur que vous avez renvoyée. Et cette méthode-là, onPostExecute, s'exécute sur le UI thread. Donc vous pouvez faire votre tâche qui est très lourde, par exemple l'accès réseau, télécharger des images. Et à la fin, vous pouvez les afficher correctement dans la UI avec la méthode onPostExecute. Ici, il y a une petite astuce, j'utilise une méthode qui s'appelle publishProgress dans la boucle. Elle va automatiquement appeler la méthode onProgressUpdate sur le UI thread. Donc c'est simplement une petite API qui est très simple à utiliser, qui vous évite de créer un thread, des handlers, ce genre de choses, et pas à vous soucier de la synchronisation. Malheureusement, vous pouvez écrire ce genre de code. Donc ça, c'est assez simple. On a un toggle button, donc c'est simplement un switch on-off dans la UI. Et puis on a mis un listener dessus. Donc chaque fois que l'état du switch change, on veut écrire une préférence. Donc on utilise la classe Shared Preferences d'Android. Et on écrit la valeur du switch dans la préférence. Donc puisque le strict mode nous indique qu'écrire dans les préférences est une violation, puisque c'est un accès de disque, on ne veut pas le faire dans le UI thread, donc on crée simplement un nouveau thread et puis on fait un start. Combien d'entre vous peuvent voir le problème qu'il y a dans ce code-là? Il y en a un. Alors, vous étiez à ma présentation de mardi ou... Ah non, ils sont juste très forts. Donc le problème est le suivant. Donc lorsqu'on est dans le UI thread, on reçoit le premier événement, le switch est passé à on. Par exemple, j'ai cliqué sur le switch, il passe de l'état off à l'état on. Donc on démarre un premier thread qui va écrire l'état on sur le disque. Et juste après, l'utilisateur clique une deuxième fois et on rechange l'état, on repasse dans l'état off. Donc on crée un deuxième thread. Et pour une raison quelconque, qui malheureusement arrive assez souvent sur des systèmes multicœurs, le premier thread n'est pas schedulé tout de suite, peut-être qu'il attend pour l'accès disque, quelque chose dans ce genre-là. Et c'est le deuxième thread qui se finit en premier. Donc au final, on va écrire l'état on sur le disque, mais c'est l'état off qu'on verra dans la UI. Donc ce problème peut arriver très facilement lorsqu'on utilise ce new thread ici avec new runnable, mais on a le même problème avec async task. Donc c'est pour ça que dans Android 3.0, on a changé le comportement par défaut d'async task pour utiliser un pool de threads sérialisé. Donc si vous démarrez plusieurs async tasks, on va attendre que la première soit finie d'exécuter pour exécuter la deuxième et ainsi de suite. Alors ça a posé des problèmes dans certaines applications qui utilisaient async task d'une manière qui n'avait pas vraiment prévue. Async task est vraiment faite pour faire de toutes petites opérations. Mais il y avait certaines applications qui créaient par exemple un server socket dans les async tasks ou qui prenaient beaucoup de temps à télécharger de gros fichiers. Donc à ce moment-là, d'un seul coup, on a une tâche qui met très longtemps à s'exécuter, toutes les tâches qui sont derrière sont en attente. Donc on a une nouvelle méthode, au lieu d'utiliser execute, vous pouvez utiliser execute on executor, et vous pouvez spécifier en fait le comportement du pool de thread. Donc si vous voulez, vous pouvez recréer, on a une constante à laquelle vous avez accès, vous pouvez recréer le comportement d'un pool parallèle. Mais faites très attention, assurez-vous que votre application, si vous utilisez le pool parallèle, que vous ne rencontrerez pas le genre de problème que je viens de décrire. Voilà, donc on en a fini avec les histoires de thread, maintenant on va pouvoir parler du UI. Donc ça c'est la chose, si vous devez vous souvenir d'une seule chose dans cette présentation, j'aimerais que vous vous souveniez de ça. Chaque fois que vous créez une nouvelle vue dans votre application, vous créez un objet qui est en fait très coûteux. Et c'est très coûteux de différentes manières. Donc, plus vous avez de vues dans votre application, plus l'application va mettre de temps à se charger. Donc lorsqu'on fait l'inflation, donc c'est pas l'inflation en français, hein, c'est le gonflage des fichiers XML. Lorsqu'on convertit le fichier XML en vue vraiment à l'écran, on doit analyser tous les attributs que vous avez déclarés et on doit convertir les valeurs du XML en valeurs du côté d'Alvik.
Donc le graphe ici, c'est pas des vraies valeurs, hein, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe. Chaque fois que vous ajoutez un attribut XML dans vos balises XML, l'inflation va prendre un peu plus de temps. Donc si vous avez des centaines de vues et que chaque vue a quelques attributs, parfois plus, et ben, le temps d'initialisation de votre application va simplement aller en grimpant. Les vues sont également assez coûteuses en mémoire. Donc je crois que Alex Naps a donné une présentation aujourd'hui sur le coût des objets Java en mémoire. Donc ça c'est pour vous donner une idée, le poids d'une TextView. Par exemple, si vous créez une TextView dans votre application, les TextViews sont un objet relativement commun. C'est aussi la classe de base, par exemple tous les boutons. En fait, tous les boutons sont des TextViews. Donc une TextView, juste la structure de données, occupe à peu près 800 octets en mémoire. Donc à ça, vous devez ajouter, par exemple, si vous avez tout simplement du texte dans votre TextView, vous devez ajouter le poids du texte. Vous devez également ajouter le poids de tous les objets un peu complexes que nous, on crée pour vous dans la TextView. Donc on a des paints, on a des rectangles, parfois des bitmaps si vous utilisez des icônes. Donc ça peut être beaucoup plus élevé que ça. Mais par exemple, récemment, je regardais, je crois que c'était l'application Music, l'application Google Music, et j'ai découvert qu'ils avaient 800 ou 900 vues en mémoire à tout instant. Et si chacune de ces vues prend 800 octets, vous avez déjà quelques mégas de mémoire qui disparaissent juste pour les structures de données, plus éventuellement les données des vues. Donc faites très attention. Les vues peuvent être également extrêmement coûteuses s'il s'agit de layouts. Donc chaque fois que vous utilisez un dérivé d'un view group, donc un linear layout, un relative layout, un frame layout, pas un absolute layout parce que si vous l'utilisez, je serais vraiment pas content. Et puis le nouveau grid layout. Le toolkit doit faire beaucoup de travail supplémentaire. Si ça vous amuse, je vous recommande d'aller regarder le code de viewgroup.java dans le code source d'Android qui est disponible sur GitHub. Et vous pouvez aller voir la superbe méthode qui s'appelle drawChild, qui est en charge de dessiner les enfants d'un viewgroup. Et vous verrez un peu la quantité de code qu'on doit exécuter à chaque fois. C'est énorme. Donc essayez de minimiser au maximum le nombre de layouts que vous utilisez. Vous aurez parfois un problème assez intéressant, vous aurez des Stack Overflow. Récemment j'ai vu, je crois que c'était Instagram et une autre application qui simplement avait un Stack Overflow sur mon téléphone, parce qu'ils avaient tellement de layouts imbriqués les uns dans les autres qu'on n'avait plus de place dans la stack du thread pour continuer à exécuter le code. Certains layouts sont plus coûteux que d'autres, en particulier si vous utilisez des linear layouts et que vous imbriquez des linear layouts les uns dans les autres, et qu'à chaque niveau vous utilisez l'attribut qui s'appelle layout weight, vous allez utiliser un algorithme qui est exponentiel, ce qui va fortement ralentir le temps de mise en page de votre application et généralement donc le temps d'initialisation de vos activités. Donc faites très attention et d'ailleurs, je vais en reparler, mais on a un outil qui vous aide à détecter ce genre de problème. Faites très attention également à cette méthode qui s'appelle request layout. Que vous utilisez sûrement de manière indirecte, donc chaque fois que vous faites une modification sur une vue qui peut modifier la taille de la vue, donc par exemple si vous changez le texte d'une TextView, on est obligé de recalculer les dimensions de la vue, ce qui n'est pas un problème généralement, mais si vous appelez request layout par exemple durant une animation, durant le défilement d'une liste, ce genre de choses, vu que les request layouts sont très coûteux, vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour optimiser toutes vos vues, c'est d'utiliser le moins de vues possible et de vous assurer que l'arbre de vos vues est le plus plat possible. C'est pas très grave à la limite si vous avez un layout qui a beaucoup d'enfants, du moment que c'est horizontalement et pas verticalement dans votre arbre. Donc un moyen assez simple d'aplatir vos layouts, il y a plusieurs techniques, je ne vais pas parler de toutes les techniques, je vais en présenter deux. J'ai écrit quelques articles sur le blog officiel d'Android qui est sur d.android.com, je vous invite à aller les lire. Mais c'est d'utiliser un nouveau layout que nous avons introduit dans SIS, donc dans Android 4.0, et qui est également disponible sous forme d'une bibliothèque dans la Support Library, qui est accessible depuis le SDK d'Android. Donc ici on a un écran, alors ça c'est un écran que j'avais réalisé pour un Code Lab à Devox à Anvers en novembre. Et toute la partie qui est sous les tabs, donc tout ce qui est sous vidéo et information, est réalisé avec un seul layout. Donc ce genre de layout, d'habitude dans les applications, utiliserait peut-être un relative layout très compliqué, donc très coûteux, ou plusieurs linear layouts imbriqués les uns dans les autres, donc on aurait peut-être un linear layout vertical, des linear layouts horizontaux pour chaque ligne, mais ici on peut le réaliser avec un seul grid layout. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir les lignes ici, mais j'ai représenté la grille qui est utilisée par le grid layout. Donc c'est une approche un peu différente des layouts, mais qui est assez sympa, puisqu'en fait, quand vous utilisez le grid layout, je vous conseille de sortir une feuille à carreaux, de dessiner votre UI, et puis d'essayer de repérer toutes les colonnes et toutes les lignes qui constituent votre UI. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on va prendre un exemple un petit peu plus simple.
Voilà, donc c'est un magnifique écran de login. Donc typiquement, ce genre d'écran, normalement, vous le réaliseriez en utilisant un linear layout vertical, qui contiendrait tout. Ensuite, vous auriez 2 linear layouts horizontaux pour le user et le password. Et donc, vous multipliez déjà le nombre de vues et le coût de rendu de la UI. À la place, vous pouvez utiliser un seul grid layout, et c'est à ça que ressemble le code. Donc c'est beaucoup plus simple à écrire, c'est beaucoup plus simple à maintenir et c'est beaucoup plus efficace pour le système. L'intérêt aussi, si ça peut vous aider à vous convaincre d'utiliser le grid layout, vous pourrez remarquer qu'aucun des enfants du grid layout ne spécifie la width et la height, chose que vous devez normalement toujours spécifier. Donc plus besoin de dire wrap content, match parent ou de spécifier des dimensions en dip ou en pixels. Grid layout va se débrouiller. Donc il y a eu un article sur le blog officiel d'Android que je vous invite à aller consulter également si vous voulez en savoir plus sur Grid Layout. Et il y avait une présentation à Devoxx en novembre d'1 heure sur l'utilisation de Grid Layout. Si vous avez accès à parlez.com, je vous recommande également d'aller la regarder. Une autre technique qui est assez simple à utiliser, qui est très pratique, c'est quelque chose qui s'appelle le ViewStub. Donc combien d'entre vous connaissent le ViewStub ou s'en servent ? C'est pas beaucoup. Alors ViewStub est très pratique, il vous permet de créer en quelque sorte un point d'ancrage dans votre arbre de vue que vous pouvez, durant l'exécution du programme, remplacer par un autre fichier XML. Donc si vous avez une interface qui est très compliquée, c'est souvent le cas en fait, je vois beaucoup d'applications qui ont un arbre de vue qui est très compliqué, mais la plupart de ces vues en fait ne sont utiles que dans certaines situations très particulières. Donc l'exemple que j'avais créé une petite application qui liste en fait tous les livres que je lis, et parfois je veux rajouter un livre dans la collection, donc parfois je vais afficher une petite progress bar en bas qui me dit je suis en train d'importer le livre depuis Google Books ou Amazon. La plupart du temps je ne suis pas en train d'importer un livre, donc je n'ai pas besoin de rajouter la progress bar et la text view dans la UI. Donc pour cela on utilise un ViewStub. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est tiré directement de cette application que j'avais écrite. Donc le ViewStub se comporte comme une vue normale. On lui donne un ID, comme ça on peut faire un find view by ID pour trouver le ViewStub. Et on peut spécifier un deuxième ID, donc c'est l'inflated ID, qui sera l'ID qu'on va donner aux vues qui vont remplacer le ViewStub. Ça va devenir un peu plus clair juste après. Ensuite, le troisième attribut, l'Android Layout, spécifie quel fichier XML on veut utiliser pour remplacer le ViewStub à l'exécution. Et ensuite, vous mettez vos attributs normaux, donc les layout width, les layout height, etc., qui seront appliqués au fichier XML spécifié par l'attribut layout. Donc voilà à quoi ressemble l'arbre en mémoire. Donc on a par exemple ici un frame layout, on a une list view, et puis on a ce ViewStub. Alors le ViewStub est extrêmement efficace puisque c'est une vue qui ne fait pas de layout, qui ne fait pas de dessin, qui prend vraiment très peu de place en mémoire, qui prend très peu de temps à s'initialiser. Donc chaque fois que vous utilisez un ViewStub, il n'y a pas vraiment de problème. Donc ensuite, une fois que vous voulez afficher les vues qui sont contenues dans ce fichier, dans ce deuxième fichier XML, il vous suffit de trouver le ViewStub, donc vous faites un find view by ID, chose très classique, et ensuite vous pouvez appeler la méthode inflate dessus, qui va vous retourner une nouvelle vue. Un autre moyen d'utiliser le ViewStub, vous n'êtes pas obligé de faire un inflate, vous pouvez simplement changer la visibilité. Si vous changez la visibilité du ViewStub à visible, il va automatiquement faire un inflate. Donc ça vous permet d'écrire du code qui est un peu plus générique, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si c'est un ViewStub ou quoi que ce soit, vous pouvez le traiter comme une vue invisible et il va automatiquement faire le remplacement. Donc on avait cet arbre qui était très simple, on appelle inflate où on change la visibilité, et maintenant on a cet arbre-là. Le ViewStub a été retiré de l'arbre et on l'a remplacé au même endroit par le contenu d'un deuxième fichier XML. C'est une technique qu'on utilise dans les applications Google, par exemple, je crois que c'est utilisé dans Gmail, Market, etc., précisément pour éviter d'avoir trop d'éléments dans l'arbre. Une autre technique qui est très utile, mais que peu de gens appliquent, vous pouvez simplement créer des vues personnalisées, donc vous pouvez étendre la classe View ou la classe ViewGroup. Si vous avez des besoins particuliers qui sont peut-être difficiles à réaliser en utilisant les classes très génériques du framework, je vous conseille vraiment d'essayer de créer des classes custom. C'est pas forcément très difficile, et l'intérêt pour vous, c'est que vous savez exactement ce que vous pouvez faire, donc il y a beaucoup de raccourcis que vous pouvez prendre. C'est quelque chose qui arrive très souvent d'ailleurs en interne, des développeurs d'applications viennent nous voir dans l'équipe framework et nous proposent un layout qui est assez intéressant, et ils nous donnent leur code. Alors leur code fait 20-30 lignes, on est là, ouais c'est sympa, mais pour le transformer en vue générique
générique pour le framework, il y a 2-3 mois de boulot pour écrire, faire tous les tests, s'assurer que ça marche dans toutes les situations, etc. Donc ça veut aussi dire que les vues du framework doivent gérer beaucoup de cas que vous n'avez pas à gérer, et donc on a beaucoup de traitements qui est réalisé inutilement en fait dans certains cas. Donc par exemple dans l'application Gmail, que vous avez sûrement déjà utilisé, quand vous faites défiler une liste de conversations, vous avez le nom du destinataire, le nom de la personne qui a envoyé l'email, le sujet de l'email, une petite étoile pour faire le favori, une checkbox, ce genre de choses. Donc vous pouvez réaliser ça avec les vues du framework, mais vous vous retrouverez sûrement avec tout un tas de layouts, plein de text view, etc. Et ça posait des problèmes de performance dans le Gmail, donc ils ont écrit une vue custom qui ne fait que ça. Le code est relativement petit. Donc ils ont beaucoup plus de contrôle, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. J'avais donné une présentation à Devoxx en 2010, donc la vidéo est disponible sur parlez.com, qui explique non seulement comment utiliser les layouts standards, mais comment écrire un layout, et vous verrez qu'en fait, si vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas très dur, surtout si vous pouvez prendre les raccourcis, des raccourcis dans votre application. Ce mot-clé, je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans vos applications. Voilà ce que vous en faites. Essayez de ne jamais vous en servir dans certaines parties de votre application. Donc si vous créez une vue custom, en particulier dans toutes les fonctions de dessin, de layout, de gestion des événements du touchscreen, essayez de ne faire aucune allocation si c'est possible, ou très très peu d'allocation. Le problème c'est que chaque fois que vous faites une allocation, même si elle est toute petite, même si c'est une array de 2 int, même si c'est un rectangle, au bout d'un moment ça va forcer le garbage collector à pointer son bout du nez, à arrêter votre thread, donc à interrompre vos animations. Et ça va l'arrêter pendant quelques millisecondes, et puis parfois pendant 100-200 millisecondes, et l'utilisateur aura l'impression que votre application est lente. La plupart du temps, beaucoup d'applications que j'ai déjà optimisées, une des meilleures choses qu'on a faites pour obtenir de meilleurs résultats, c'était simplement de faire la chasse aux new et de les retirer. Alors parfois on est obligé de le faire, ne serait-ce que la première fois qu'on a besoin de l'objet, mais évitez de le faire par exemple à chaque frame d'une animation. Je vois beaucoup d'applications par exemple, ou des exemples dans des livres encore pire, des livres qui vous montrent, voilà, vous pouvez utiliser la méthode Andro, et dans Andro ils font paint p égale new paint. Donc ça c'est horrible. Et ça a d'autres conséquences en plus dont je vais parler. Donc, pour traquer les appels à new et les performances de manière générale, utilisez les outils. On a beaucoup d'outils dans le SDK qui ne sont pas forcément très connus. J'avais donné une présentation au POG mardi cette semaine, qui sera disponible sur leur site en ligne, je crois plus tard aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine, où je parle de ces outils. Et donc, nous avons TraceView qui vous permet de mesurer les performances. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé et que vous avez des problèmes de performance, lancez cet outil et vous verrez assez rapidement quels sont les goulots d'étranglement dans votre application. On a également Hierarchy Viewer. Combien d'entre vous ont déjà utilisé les Hierarchy Viewer? Ok, c'est peu. Hierarchy Viewer est un outil très très utile pour avoir une idée de combien de vues vous avez en mémoire. Il va vous montrer en fait une représentation graphique de l'arbre de vues tel qu'il est sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous pouvez voir les vues, comment elles sont agencées, vous avez accès à toutes leurs propriétés. Bref, c'est un outil très complet que je vous conseille d'utiliser. Et DDMS, qui est un outil standalone dans le SDK, mais qui est aussi disponible dans le plugin Eclipse, un onglet qui s'appelle Allocation Tracker, qui vous permet simplement d'enregistrer toutes les allocations que vous faites dans votre application. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va dans cet onglet, on dit Start Tracking, on fait défiler par exemple une liste, on fait Stop Tracking, et puis là il va nous afficher tous les objets qui ont été alloués avec la stack trace de chaque allocation. Donc il y a certaines allocations que vous ne maîtrisez pas, qui sont faites par le système, puis il y a les allocations qui sont faites par l'allocation tracker lui-même, mais vous pourrez rapidement voir si vous faites des allocations de vos objets métiers ou de choses un peu particulières, si vous voyez beaucoup de bitmaps ou de paints ou de choses comme ça, essayez de les retirer. Et enfin on a un nouvel outil dans le SDK qui s'appelle Lint. C'est un outil d'analyse statique qui va analyser vos layouts et un peu votre code, et qui va essayer de trouver les choses que vous faites qui ne sont pas efficaces. Donc par exemple, je mentionnais le problème des linear layouts imbriqués avec des weights. Lint va repérer ce genre de problème et vous les retournez. Ensuite, on va parler un peu plus de rendu. Donc, si vous utilisez une application dont le target SDK est moins de 14, vous pouvez rajouter cet attribut dans votre manifeste, donc sur l'onglet application, sur la balise application ou sur la balise activity. Ça va simplement activer l'accélération matérielle pour tout le rendu de votre application.
Donc si vous avez des problèmes de performance sur les devices qui tournent sur Android 3.0 et Android 4.0, rajoutez simplement cet attribut et normalement tout devrait bien se passer et l'application devrait être beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit attribut. J'avais fait une présentation à Google I/O en 2011, je vous donnerai le lien plus tard, d'1 heure qui explique beaucoup de choses à ce sujet, mais on va voir les plus importantes. Donc on a une nouvelle API depuis Android 3.0 qui s'appelle le setLayerType sur la classe View. Qui est très utile pour non seulement appliquer des effets visuels à certaines vues, mais également pour améliorer les performances des animations. Donc si vous étiez ici pour la présentation de Nicolas hier à propos de WebKit, donc de la WebView, il a beaucoup parlé de layer, et c'est le même concept ici. En fait, un layer est simplement une texture dans laquelle on va dessiner une vue, et on peut déplacer cette texture très efficacement, beaucoup plus que si on devait redessiner la vue à chaque trame. Donc il y a 3 types de layers que vous pouvez utiliser. Oui, alors voilà. Donc ça c'est l'explication pourquoi est-ce qu'un layer est très pratique. Donc avec l'accélération matérielle, chaque vue, donc par exemple ici un bouton, a une display list. Et une display list c'est simplement une série de commandes de rendu que l'on doit réexécuter à chaque frame. Donc chaque fois qu'on redessine le bouton, on doit réexécuter toutes ces commandes. Et même en les optimisant, si vous avez beaucoup de boutons, beaucoup de vues à redessiner, ça fait beaucoup de travail. Donc à la place, ce que vous pouvez faire avec cette API, c'est simplement faire le rendu une seule fois dans un layer, qu'on va garder en mémoire dans le GPU, et ensuite, chaque fois qu'on doit redessiner cette vue, on va simplement redessiner le layer. Donc c'est une seule commande qui est très rapide pour nous à exécuter. Donc on a 3 types de layers. Le premier, c'est le type par défaut, donc les layer type none. Bon, rien à dire, ça veut dire que la vue n'a pas de layer. Vous avez les layers de type software. Donc, lorsque vous utilisez un layer software sur une vue, on va faire le rendu de la vue dans un bitmap, donc la classe android.graphics.bitmap, et le rendu va être fait en software dans ce layer. Les layers software sont assez coûteux puisqu'ils nous coûtent en fait 2 fois la quantité de mémoire normale d'un layer, puisqu'on a la copie dans le CPU, on a une copie dans le GPU. Mais l'intérêt, c'est que s'il y a des bugs dans notre système de rendu accéléré, ou s'il y a des fonctionnalités du canvas qui ne marchent pas avec le GPU, vous pouvez utiliser un layer software en fait, pour des raisons de compatibilité. Votre vue se comportera exactement comme elle se comportait avant, sans l'accélération matérielle. Donc ce que vous pouvez faire souvent, c'est activer l'accélération matérielle pour toute votre application, sauf peut-être pour une vue en particulier qui pose problème. Et enfin, on a les layers de type hardware. Donc ça, c'est les plus efficaces. On va faire le rendu en utilisant le GPU dans une texture dans le GPU. C'est extrêmement rapide de créer la texture, extrêmement rapide de faire le rendu de la texture. La motivation pour utiliser les layers. Donc j'ai pris l'exemple d'une list view qui contenait suffisamment d'items pour remplir l'écran sur une tablette Motorola Zoom sous Android 3.2, je crois. Lorsqu'on fait le rendu de cette liste en software, ça prend environ 10 millisecondes par trame. Donc si on veut animer cette liste et qu'il y a d'autres choses à l'écran, on risque très fortement de dépasser le budget de 16 millisecondes qu'on a pour tourner à 60 frames par seconde. En utilisant le système de rendu accéléré, donc avec les display list, on tombe à 2 millisecondes par trame. Et si on utilise un layer hardware pour cette vue, le temps est négligeable, c'est gratuit pour nous presque de le dessiner. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, on a ajouté tout un tas de propriétés dans Android 3.0 et donc dans Android 4.0 sur les téléphones, de transformation. Donc c'est pratique non seulement pour faire des animations intéressantes, mais également si vous vouliez avant par exemple transformer une vue pour qu'elle soit transparente à 50%. Le seul moyen de le faire, c'était assez bizarre, vous deviez créer une alpha animation, la mettre sur votre vue, mais jamais démarrer l'animation. Donc c'était pas très pratique. Donc maintenant on a des getters et des setters pour toutes ces propriétés, donc vous pouvez changer l'opacité d'une vue, vous pouvez la déplacer, vous pouvez changer sa taille, vous pouvez faire des rotations, et vous pouvez choisir l'origine des transformations. L'intérêt de ces propriétés par rapport à l'ancien système d'animation qui n'était vraiment pas terrible, c'est qu'elles n'affectent pas la vue elle-même. Elles vont simplement dire aux parents de la vue comment est-ce que cette vue-là doit être dessinée. Donc l'intérêt pour nous, c'est que si vous utilisez un layer, appliquer une de ces transformations en fait est presque gratuit. Donc ici on a un exemple d'une petite vue, d'une petite UI très simple. Donc on a un view group avec deux enfants A et B. Et à droite, vous pouvez voir l'arbre interne de rendu. Donc on a une display list pour le view group, on a une display list pour l'enfant A, et on a mis l'enfant B dans un layer. Donc si jamais j'applique une rotation, donc ici on va faire une rotation en 3D de la vue B, la vue B en fait va simplement dire à son parent qu'il doit se redessiner. Le parent va marquer la display list du parent, donc la display list bleue, comme étant invalide, donc il va falloir la recréer.
et on va la recréer plus tard. Et vous voyez qu'on ne modifie pas la vue B et on ne modifie pas le layer B. Généralement, les display lists des vieux groupes sont très très simples. Elles contiennent simplement des pointeurs vers les layers et les display lists enfants. Et donc on peut recréer cette display list extrêmement rapidement sans avoir à modifier le layer B. Et c'est pour ça que si vous faites une animation d'une vue qui est très complexe, et que vous animez en fait ses propriétés, on ne redessinera jamais la vue. On se contentera de déplacer le layer ou de le faire tourner ou de changer son opacité. Malheureusement, les layers sont très chers en mémoire, donc il ne faut pas les utiliser. Vous pourriez vous dire, je vais mettre des layers partout sur toutes mes vues, tout sera super rapide. Il ne faut pas faire ça non plus. Ils coûtent très très cher en mémoire, et chaque fois qu'une vue change son rendu, on doit rafraîchir le layer. Donc par exemple, si vous appliquez un layer sur un bouton, et que vous appuyez sur le bouton, donc le bouton va devenir par exemple, va avoir un highlight pour dire qu'on est en train d'appuyer sur le bouton, on va être obligé de redessiner dans le layer et ensuite de dessiner le layer à l'écran. Donc on va faire le boulot 2 fois. Donc c'est pas très grave si pendant une animation votre utilisateur va forcer le layer à être dessiné, mais si vous laissez les layers tout le temps sur toutes les vues, vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Par exemple, si vous faites défiler une liste qui est dans un layer, pour chaque trame de l'animation de défilement, on va devoir redessiner le layer. Donc généralement, essayez d'utiliser les layers temporairement pendant les animations, et je vais vous montrer comment faire ça. Donc dans Android 3.0, on a rajouté un nouveau framework d'animation, donc on appelle les Property Animations, qui est beaucoup plus simple à utiliser qu'avant, et surtout que vous pouvez utiliser pour animer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des translations, des rotations, des choses qui sont dans le framework. Il vous suffit en fait d'avoir une paire, un getter et un setter, et qui peuvent prendre en paramètre n'importe quel type d'objet, et le framework d'animation va être capable d'animer ces objets-là. Donc en fait, une propriété définie par un objet cible, un nom, et vous aurez des paramètres d'animation. Donc, généralement, vous donnerez une valeur de début, une valeur de fin. Vous pouvez avoir des valeurs intermédiaires. Les types de données qu'on sait animer par défaut, donc on sait animer les int, les floats et les couleurs. Mais vous pouvez plugger vos propres évaluateurs. Donc si vous voulez animer, je sais pas, vous écrivez un jeu et vous avez un mesh en 3D, vous pouvez écrire vos propres évaluateurs qui dira au système d'animation comment animer cet objet-là. Donc l'API ressemble à ça. Donc la première ligne, on va animer une vue et on va la rendre complètement transparente. Donc on va faire un fade. Donc on dit quelle vue on va animer. On dit qu'on va animer la property qui s'appelle alpha. Donc il suffit d'avoir un set alpha et un get alpha sur la classe. Et là, il y a une petite subtilité, on ne définit pas la valeur de départ, on donne que la valeur de fin. Donc, quelle que soit la valeur de départ, on va partir de là et on va aller jusqu'à 0. Ce qui est très pratique, puisque si vous voulez rembobiner une animation en plein milieu, il suffit d'exécuter la même ligne de code avec la valeur 255, par exemple, au lieu de 0, et le système d'animation se débrouillera pour partir de la valeur courante. L'exemple numéro 2 est un peu plus compliqué. Donc ici, on veut animer une couleur. Alors, les couleurs dans Android sont toujours définies comme des entiers. Sauf que si vous essayez d'animer une couleur comme un entier normal, vous verrez des résultats très bizarres à l'écran, puisque une couleur est encodée en ARGB, oula, c'est dur à dire en français. Donc vous pouvez passer un évaluateur, donc le ARGB évaluateur, qui va dire au framework comment interpoler en fait entre le blanc et le noir. Et en bas, vous avez un autre moyen d'exécuter des propriétés. Donc au lieu d'utiliser un nom, donc une chaîne de caractères, on a quelques constantes dans la classe view pour toutes les propriétés standards qui en fait auront le même comportement, mais qui seront beaucoup plus rapides à exécuter. On ne passera pas par le système de réflexion du langage Java, on passera par un système interne qui est beaucoup plus efficace. Donc si vous faites une petite animation simple, c'est pas la peine de vous en soucier, mais c'est plusieurs animations à l'écran qui s'exécutent en même temps. Essayez d'utiliser la dernière version tout en bas. Donc je voulais mentionner que les layers sont très pratiques pour la durée des animations. Donc généralement, votre code d'animation va ressembler à quelque chose comme ça. Vous allez prendre votre vue, vous allez lui donner un layer hardware, et ensuite vous allez appliquer votre animation. Donc ici, on fait une rotation en 3D à 180 degrés, donc on retourne la vue, et ce sera très rapide. Le problème, c'est que les layers coûtent en mémoire, donc à la fin de l'animation, il faut enlever le layer pour récupérer la mémoire. Et malheureusement, vous devez écrire ce genre de code. Donc vous devez créer l'animation, créer un listener, vous devez attendre l'événement onAnimationEnd, et dans cet événement, à la ligne 8, vous devez simplement retirer le layer en mettant le type de layer none. C'est un peu ennuyant d'écrire ça tout le temps, donc je vous montrerai une version un peu plus simple. Vous pouvez faire encore plus efficace que les Property Animations. On a rajouté ça dans Android 3.2.
C'est ce qu'on appelle le View Property Animator, qui est plus facile à utiliser pour vous, qui est plus rapide à exécuter pour nous. Donc jusque-là, tout va bien. On n'a pas besoin de passer par le code GNI, on n'a pas besoin de faire de la réflexion, et en plus, on peut optimiser donc les appels à invalidate, les appels de redessin. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'on avait des applications, par exemple le Launcher, qui appliquait plusieurs animations à la fois. Donc on faisait une translation, une rotation et un alpha, mais aucune de ces animations ne savait que les autres animations étaient en train de tourner, qu'il y avait beaucoup de travail qu'on faisait plusieurs fois en fait. Et on perdait beaucoup de temps à chaque trame à refaire des demandes de dessin. Donc voilà à quoi ressemble cette nouvelle API, et donc puisqu'elle est plus efficace pour nous, on l'a rendue facile d'utilisation pour vous inciter à l'utiliser. Donc la première ligne, donc, pour faire un fondu par exemple, vous faites tout simplement view.animate.alpha0, et l'animation va démarrer toute seule. Les animations ont une durée par défaut qu'on a choisie qui est de 300 millisecondes, donc la plupart du temps cette durée sera parfaite pour le type d'animation que vous allez faire dans une UI. Et vous pouvez animer toutes les propriétés des vues. Ce qui est intéressant avec le View Property Animator, c'est que si vous exécutez les deux premières lignes l'une à la suite de l'autre, en fait on va animer l'alpha et la translation X en même temps, dans la même animation. Et une alternative, c'est de faire simplement une chaîne d'appels. Et notez que vous n'avez pas besoin d'appeler la fonction start, ça le fera tout seul. Voilà, donc au lieu d'utiliser des listeners pour utiliser les layers comme je vous ai montré, ce serait beaucoup mieux qu'on ait une API dans ce genre-là. Donc on dit voilà, je vais faire ma rotation à 180 degrés avec un layer. Donc au lieu d'écrire tout ça, ce serait bien d'écrire ça. Ça n'est pas encore disponible et je ne peux pas vous promettre que ce le sera, mais peut-être. On ne parle pas des prochaines versions d'Android. Enfin, parlons un peu de mémoire. Alors, pour avoir une idée de la quantité de mémoire qui est par votre application, je vois pas mal de développeurs qui ont des problèmes d'out-of-memory exception et qui se demandent ce qui se passe. Donc vous pouvez utiliser deux commandes dans votre shell. Donc en fait, on va utiliser une commande qui s'appelle dump6, qui est sur le device, en fait, sur le téléphone ou sur la tablette, et qui vous donne accès au log de tout un tas de services que nous avons qui tournent sur le système. J'en ai parlé un peu plus en détail dans ma présentation de mardi, donc qui sera en ligne. Mais un de ces services s'appelle meminfo, et il va vous donner un résumé en fait de l'utilisation mémoire de votre application. Donc la plupart du temps, vous allez dire meminfo et vous allez mettre le nom de votre process. Si vous ne mettez pas le nom du process, vous allez voir la liste de tous les process du système, et croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de choses dedans, je me souviens jamais de ce que ça veut dire, les différentes colonnes. Je sais juste qu'il faut regarder la première colonne. Donc faites comme moi. Donc, les informations disponibles dans la première colonne, vous avez le total, donc la quantité de mémoire totale utilisée par votre application, qui va être différente de la quantité de mémoire qui est utilisée par Dalvik. Donc que vous verrez dans le heap, par exemple si vous utilisez la classe java.lang.runtime, vous pouvez voir combien de mémoire vous utilisez dans le heap, ce nombre sera plus élevé. Donc ici j'ai pris une petite application de test et j'utilise 26 mégaoctets de RAM. Dans ces 26 mégaoctets, on en a 3 à peu près qui sont des allocations dans le code natif. Donc c'est une application dans laquelle je n'ai pas écrit de code natif, donc c'est des allocations qui ont été faites pour moi par le framework, par le système. Vous n'avez généralement pas avant de vous en soucier, mais si vous écrivez du code natif, surtout avec le C et le C++, c'est facile de faire des fuites mémoire, croyez-moi. Donc jetez un œil de temps en temps à ça. Et ensuite, vous pouvez voir la quantité de mémoire que vous utilisez dans Dalvik. Il y a une troisième chose qui est intéressante, donc c'est le other dev. Donc ça va vous montrer la quantité de mémoire qui est utilisée par les différents pilotes du système, notamment le pilote graphique. Donc si votre application utilise l'accélération matérielle, c'est ici que toutes les allocations de textures, donc tous les objets OpenGL, donc les layers notamment, vont apparaître. Donc ici par exemple 12 mégas, ça veut dire que j'ai alloué quelques textures dans le système. Le other dev, vous en souciez pas trop non plus. Vous verrez notamment qu'avec l'accélération matérielle, on a une baseline, je crois par exemple sur un Galaxy Nexus, il y a toujours 8 mégas d'alloués dès qu'on utilise le GPU. C'est comme ça que fonctionne le driver OpenGL, on n'a pas le choix. Et puis oui, le reste des colonnes, on va pas en parler, mais c'est intéressant quand même. La deuxième partie du meminfo est très pratique si vous suspectez que vous avez des fuites mémoire dans votre application. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on leak des activités. Donc si vous avez un contexte que vous gardez trop longtemps, généralement un contexte est une activité, vous allez perdre l'activité et toutes les vues qui vont avec et toutes les données qui vont avec, donc c'est pas mal de mémoire. Donc ici, on va vous dire combien de vues et de viewRootImpl vous avez à tout instant. Donc viewRootImpl, c'est le nom interne en fait d'une fenêtre.
Donc un pop-up, une activité, chaque fenêtre a une view routimple. Donc si vous faites par exemple une rotation de votre application, je sais pas, une demi-douzaine de fois, que vous forcez le garbage collector dans DDMS et que vous voyez que vous avez 6 view routimple et 450 views, vous avez sûrement une fuite mémoire. Donc généralement, si vous avez des problèmes de mémoire, la première chose à faire, c'est d'aller regarder ces valeurs-là. Vous pouvez également voir le nombre d'activités qui n'est pas forcément égal à ViewRoutimple. Et puis pour les gens que ça intéresse, je sais pas, SQL, je crois qu'il y a pas mal de gens qui en font ici à Devox. Il y a des trucs sur le SQL, je sais pas à quoi ça sert. Le deuxième DOM6 que vous pouvez utiliser s'appelle GFX-Info, qui fonctionne de la même manière que MemInfo. Il va vous donner des informations qui sont spécifiques à l'accélération matérielle. Et ça ressemble à ça, donc on va vous donner l'état de tous les caches utilisés par le système de rendu OpenGL. Donc ça c'est surtout utile à moi, mais si jamais votre application a des problèmes de performance et que vous affichez beaucoup de bitmaps, il sera très intéressant pour vous de regarder la première ligne, le texture cache. Donc en fait, avec OpenGL, on partage la mémoire avec le reste du système, donc on a des limites sur la quantité de ressources GPU qu'on va créer. Donc par exemple, sur ce téléphone, on va créer un maximum de 25 mégaoctets de texture. Et dans certains cas, on va avoir des applications qui utilisent plus de 25 mégaoctets de bitmap. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va remplir le cache. Au bout d'un moment, on va plus avoir de place dans le cache, donc on va virer des choses du cache, et puis on va mettre les nouvelles textures dans le cache, et puis le cache va être plein, puis on va en enlever, puis on va en mettre, puis on va en enlever, puis on va en mettre. C'est coûteux de faire ça. Donc parfois, les problèmes de performance que vous aurez seront simplement dus à des problèmes de cache. Donc ça peut être intéressant de jeter un œil à ça pour vous assurer que vous ne remplissez pas le cache tout le temps, et si vous le remplissez, essayez de faire des images plus petites ou moins d'images à l'écran. Et ici, dans GFX-Info, on répète également l'information sur le nombre de vues et le nombre de fenêtres que vous avez à tout moment pour bien assister sur les fuites mémoire s'il y en a. On va parler maintenant un peu de code que vous pouvez écrire pour le GPU. Donc on a toutes ces API de haut niveau d'Alvik dans nos API Java qui sont très simples d'utilisation. Par exemple, on a view.setAlpha, c'est super. Je vais faire une application un peu sympa, je vais faire de la transparence de partout. Donc j'appelle setAlpha. Le problème c'est que setAlpha, ou l'équivalent sur le canvas qui s'appelle SaveLayer, est très coûteux. À chaque trame, pour un objet qui est transparent, on doit créer un buffer temporaire, une sorte de bitmap si vous voulez. Donc c'est déjà coûteux de créer simplement d'allouer toute la mémoire pour ce buffer. Ensuite on va faire le rendu dans ce buffer, ensuite on va dessiner ce buffer à l'écran. Alors, on n'est pas aussi bête que ça, on réutilise quand même, on a un cache de buffer, on les réutilise autant qu'on peut, mais on doit quand même faire le rendu dans le buffer à chaque trame et c'est très coûteux. En revanche, si vous utilisez setAlpha peut être gratuit. Si vous utilisez un layer, que ce soit un layer software ou un layer hardware, le setAlpha ne va absolument rien coûter au système. Donc, setAlpha pas bien, setAlpha bien. En parlant de layer, donc c'est très bien d'utiliser un layer pour le setAlpha, mais créer un layer, c'est très coûteux. Donc évitez de créer des layers sans arrêt, de les créer, de les détruire, de les créer, de les détruire. Là encore, on a des caches pour les layers, on les réutilise. En fait, nos layers sont toujours des multiples de 64 pixels dans les deux directions. Donc si vous créez un layer pour une vue qui fait 16 par 16, que vous le détruisez, on va garder le layer, on a créé un layer de 64 par 64, et si ensuite vous créez un layer pour une vue qui fait 32 par 32, on va réutiliser le même layer. Donc on est quand même capable d'éviter les allocations mémoire un maximum. Le problème est, lors de la création du layer, donc on fait l'allocation mémoire, on doit aussi faire le rendu dans le layer, et donc si vous avez une vue très complexe, si on fait le rendu dans le layer sur la première trame d'une animation, parfois ça va vous faire sauter un petit bout de l'animation, vous aurez ce petit effet de hockey dans votre animation. Donc pour ça on a une API qui s'appelle Build Layer, qui vous permet de dire au framework quand est-ce que vous voulez créer le layer. Dès que vous appelez Build Layer, par exemple quand vous appuyez sur un bouton, généralement l'utilisateur est occupé à presser le bouton, donc là vous pouvez perdre un peu de temps à forcer la création du layer. Et encore une fois, éviter les appels directs ou indirects à invalidate puisqu'on va devoir redessiner le layer. Donc les layers sont très rapides. Dans l'API setLayerType, j'en avais pas parlé, mais on passe une paint. Et la paint vous permet d'appliquer des effets. Donc vous pouvez appliquer des effets d'opacité, vous pouvez colorer le layer, par exemple si vous pouvez l'afficher en rouge, vous pouvez le mettre en monochrome. Il y a pas mal d'effets assez sympas qu'on peut faire. J'en ai parlé plus en détail à Google I.O. Et tous ces effets sont pour ainsi dire gratuits. Donc si vous voulez faire des trucs dans ce genre-là dans votre application, n'hésitez pas avec les layers. Dans votre fonction draw, surtout évitez de créer de nouveaux objets, non seulement parce que le garbage collector va débarquer
foutre un peu le bordel, si vous me passez l'expression. Mais ça va nous forcer à invalider des caches en interne. Ça va être très coûteux pour nous de devoir suivre, de voir tous ces nouveaux objets, donc de recréer des nouvelles ressources graphiques dans le GPU. Et de la même manière, si vous utilisez des bitmaps, des paint ou des objets path, et que vous les modifiez à chaque trame, en gros, on va devoir... vous perdrez l'avantage de l'accélération matérielle. Donc essayez de réutiliser vos objets et évitez de les modifier très souvent. Alors, je joue un peu l'oiseau de mauvais augure, mais si vous modifiez un paint à chaque trame, les devices sont quand même suffisamment rapides pour le faire de manière efficace, donc testez. Maintenant, l'émulateur en plus supporte l'accélération matérielle depuis la semaine dernière, donc vous pouvez tester dans l'émulateur, mais évitez vraiment autant que possible de modifier ces objets-là. Ce sont des objets qui sont très coûteux pour nous à gérer. Enfin, les transformations, donc toutes les propriétés dont j'ai parlé plus tôt, l'alpha, la rotation, que ce soit de la rotation 2D ou 3D, le scale, etc. C'est gratuit, le GPU sait faire ça très très bien. En software, c'est par contre très coûteux, donc ce que vous pouvez faire dans votre application, vous pouvez faire des animations dégradées, donc vous pouvez avoir une animation super sympa, super jolie en 3D, etc. À partir d'Android 3.0, et puis sur les anciennes versions d'Android, vous pouvez simplement éviter ce genre d'animation. Le filtrage des textures, donc on m'a posé la question d'ailleurs cet après-midi. Si vous appelez la fonction setFilterBitmap sur Paint, quand vous redimensionnez un bitmap, on va faire du filtrage bilinéaire, donc c'est beaucoup plus joli, parce que vous ne verrez pas des gros pâtés de pixels. Ça, c'est pareil, le GPU fait ça très très bien, à tel point d'ailleurs que jusqu'à la version J d'Android, on le fait tout le temps. Même si vous me dites de ne pas le faire, on le fait. Voilà. Et que ce soit avec des layers ou sans layers, les propriétés, les transformations sont peu coûteuses. Invalidate, donc si vous faites du code custom et que vous appelez la fonction invalidate sur Vue, essayez d'éviter d'utiliser la version invalidate qui ne prend pas de paramètres, ça nous force à redessiner toute la vue. À la place, nous avons deux versions, une qui prend un rectangle et une qui prend simplement les coordonnées du rectangle, donc left, top, right and bottom. Vous pouvez nous dire quelle partie de la vue vous voulez redessiner. Donc l'exemple le plus classique, c'est une text view. Donc vous avez un curseur qui clignote pour vous dire où est-ce que vous allez taper du texte. On ne s'amuse pas à redessiner toute la text view avec tout le texte. On redessine chaque fois que le curseur clignote. On n'invalide que le petit rectangle qui contient le curseur. C'est généralement assez facile à faire dans vos applications et vous pouvez voir d'énormes différences en termes de performance si vous le faites bien. Et enfin, la dernière optimisation qui est très très utile pour le GPU, c'est de grouper les primitives. Donc les GPU ont été conçus pour faire des jeux, pas des UI. Et ce qu'un GPU déteste, c'est du changement d'état. Donc par exemple, si vous avez une boucle qui appelle canvas.drawLine, donc c'est ce qu'on faisait dans l'application calendar d'Android, donc le calendrier, on a une grille pour toutes les heures de la journée. Il faisait ça avec une boucle et ça faisait un drawline à chaque fois et les performances étaient absolument désastreuses sur une tablette. Et on a simplement changé la boucle pour utiliser une variante de drawline qui s'appelle drawlines, où vous passez un tableau de lignes et d'un seul coup ils avaient 60 frames par seconde. Tout simplement parce que le GPU en fait fait un seul appel de rendu au lieu de n avec votre boucle. Donc évitez les changements d'état. Donc j'ai un petit exemple. Voilà. Donc vous essayez de grouper les commandes de dessin si vous utilisez le canvas. Groupez d'abord les commandes par type, donc tous les draw text, tous les draw lines ensemble. Ensuite, essayez de les grouper par paint. Donc la paint contient la couleur, la texture, etc. Donc essayez de grouper les mêmes paints ensemble. Et enfin, grouper les choses par bitmap. Donc j'ai un petit exemple très simple ici. Mettons que j'ai une application où je dessine une liste avec un label, un icône et puis une ligne pour séparer les différents items. Donc le code que j'ai écrit, je fais pour chaque item, dessiner le texte, dessiner le bitmap, dessiner la ligne. Donc le code généré ressemblera à ça. En fait, on va faire draw text, draw bitmap, draw line et on va répéter. Donc on a un pattern qui se répète ici. À la place, si vous faites ça, donc tous les draw text ensemble, tous les draw bitmap ensemble et tous les draw line ensemble, ce sera beaucoup plus efficace pour le GPU. Et ce qui est super intéressant pour vous, c'est qu'en software, l'un ou l'autre, c'est pareil. Donc il n'y a pas de désavantage à écrire du code comme ça. Alors évidemment, vous ne cassez pas trop la tête, si c'est très compliqué dans votre application de faire ça et que votre application n'a pas de problème de performance, ne vous en souciez pas, mais c'est une chose qui est très utile à savoir pour le jour où vous créez par exemple une vue complexe qui dessine un graphe ou quelque chose comme ça. Et ici évidemment on a 3 drawlines à la fin, donc on peut les remplacer par un seul drawlines, ce qui est encore mieux. Il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement 1 heure, il faudrait 1 semaine pour parler d'optimisation dans Android. Je vous recommande de regarder donc cette présentation à Google I/O 2011 qui est disponible sur YouTube. Elle s'appelle Android Accelerated Rendering. J'explique en détail comment marche le système de rendu et les layers, etc. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Si vous allez sur parlays.com, j'ai donné des présentations sur Android ces 4 dernières années. J'ai beaucoup parlé d'optimisation. Vous retrouverez certaines astuces qui sont les mêmes et vous en trouverez d'autres. Et consultez le blog sur d.android.com.
allez sur le blog, il y a un onglet blog, cliquez sur le tag User Interface et vous verrez une liste de plein d'articles que nous avons écrits qui vous parlent d'optimisation et de best practices pour la UI. Et il nous reste à peu près 8 minutes pour vos questions. Aucune question? Tout est clair? Vous savez comment écrire des applis rapides? Je télécharge vos applis, elles seront pas lentes? Oui. Donc tu nous as présenté les stubs qui permettent de faire un inflate d'une vue de façon ponctuelle. Est-ce qu'on peut faire un deflate d'un stub? On ne peut pas faire un deflate d'un stub. Le deflate, c'est remove. Il suffit de retirer la vue. Mais de manière générale, bon, une fois que c'est là, c'est pas trop grave. Donc on ne s'est pas embêté à rajouter un deflate. Tu parlais des async tasks tout à l'heure. Tu disais que c'était pas forcément fait pour faire des longues opérations. Qu'est-ce que tu conseilles du coup pour télécharger des gros fichiers par exemple? Alors ça c'est... Je vais pas répondre à cette question. Non, parce que c'est bien, je peux vous dire, c'est pas fait pour faire de longues opérations et c'est à vous de vous débrouiller pour savoir ce que ça veut dire. Non, l'idée c'est de faire des opérations qui durent plus de 16 millisecondes, moins de quelques secondes. Donc si tu sais que si tu vas télécharger des petits thumbnails qui font 150 pixels par 150 et que le serveur répond relativement vite, ça va. Mais si c'est pour télécharger une image de 22 mégapixels, c'est vraiment pas fait pour ça. Surtout quand tu es en mode sérialisé dans Android 3.0. De toute façon, si tu vas voir l'implémentation des sync tasks, ça fait vraiment pas grand chose. C'est juste un thread pool executor, donc c'est une API Java standard. Et par-dessus, on a un handler pour communiquer avec la UI. Donc si tu veux faire ce genre de choses, je te conseille de créer ton propre download manager, par exemple, ou tu sais carrément le download manager de la plateforme, et de faire quelque chose de plus adapté à tes besoins. J'ai une question à propos des listes, du scrolling en fait de listes de taille relativement modeste, quelques dizaines de lignes ou centaines même, voire plus grand. Comment est-ce qu'on peut optimiser? Parce qu'en utilisant les exemples que j'ai vus sur le site web d'Android, avec les handlers notamment, je travaillais avec une personne qui connaît bien iOS, le développement iPhone, et qui trouve encore que le scrolling est un peu saccadé. Alors, bon, c'est une question un petit peu vague. Alors, la première chose à savoir, c'est que ListView, ce qui compte pour les performances, c'est ce que vous faites dans la fonction getView de l'adapteur. Le nombre d'items total n'a aucune incidence sur les performances. Qu'il y ait 4 milliards d'items ou 10, c'est pareil. La meilleure recommandation que je peux faire, c'est d'utiliser TraceView pour voir ce qui se passe durant le scroll, pour voir où se passe le temps. Ça peut être des vues qui sont trop compliquées à dessiner, ça peut être on passe trop de temps dans GetView à binder la data en fait sur les views. Donc on a quelques patterns, j'en avais parlé d'ailleurs sur les blogs, etc. Donc on a par exemple le pattern du view holder. Faut bien penser à réutiliser donc la convert view qui est passée par les views pour pas créer sans arrêt de nouvelles views. Mais c'est vraiment du cas par cas, faut prendre 13 views. Et encore une fois, tout ce dont j'ai parlé, donc minimiser le nombre de views, aplatir les layouts, ça va beaucoup aider dans le cas d'une list view pour les performances. Il y a aussi des performances, il y a aussi des problèmes qui sont dus au système Android lui-même. Donc par exemple, si vous êtes sur Android 2.3, on ne fait pas de V-Sync avec l'écran. Donc parfois on va avoir des stutterings dans les animations qui ne sont pas dus à votre code forcément, c'est juste qu'on dessine, qu'on n'est pas en synchro avec l'écran. Donc il y a des choses sur lesquelles on bosse nous aussi pour améliorer ces problèmes. Mais ouais, donc TraceView, le meilleur compagnon du programmeur qui aime les performances. Donc on peut prendre une dernière question. Ils en ont marre, ils veulent aller en week-end. Encore une conf, hein. Ah, zut alors. Là-bas au fond. Ah mais il faut qu'il me donne un pins d'abord. Ouais, juste, oh là, ça parle fort. Juste une petite question par rapport à donc on a vu le ViewStub qui est pas mal quand tu veux justement, tu l'as très bien expliqué. Et quand t'as le cas où tu veux, dans certains cas, mettre quelque chose, dans d'autres
d'autres choses et puis changer au fur et à mesure du temps. En fait, on va dire un conteneur dans lequel tu vas mettre juste un seul enfant. Est-ce que tu utiliserais un frame layout ou est-ce que tu as autre chose parce que il peut y avoir plusieurs Frame enfants. layout est le layout le plus efficace puisqu'il fait vraiment pas grand-chose. Et en fait, les enfants se contentent de remplir le frame layout par défaut. Donc le frame layout est le plus adapté. Ok, merci. Merci.